Bonjour à tous, je me présente, je suis le docteur Daniel Méran, directeur du SMUR du bataillon de marins-pompiers de Marseille et référent en premier secours à personne pour le bataillon. Dans cette nouvelle présentation, nous allons aborder la conduite à tenir devant une victime qui présente une crise d'asthme. La crise d'asthme fait partie des affections médicales pour lesquelles l'équipier secouriste peut être amené à intervenir. Pour aborder ce thème, nous allons suivre le plan suivant. Dans un premier temps, nous préciserons ce qu'est la maladie asthmatique et ce qu'est une crise d'asthme. Nous verrons ensuite quel est le mécanisme à l'origine de cette maladie et quelles sont les causes et les facteurs qui prédisposent à la survenue d'une crise. Puis nous aborderons les conséquences parfois graves que l'on peut rencontrer. Nous préciserons les plaintes et les signes que présente la victime et qui permettent de reconnaître la crise et sa gravité. Nous détaillerons ensuite les différents aspects de la conduite à tenir, en insistant particulièrement sur l'utilisation des aérosols doseurs ou inhalateurs de médicaments qui sont spécifiques à cette affection. Ensuite, dans la conclusion, nous rappellerons comme d'habitude les points importants à retenir. L'asthme est une maladie respiratoire chronique due à une inflammation permanente des bronches qui touche en France environ 4 millions de personnes de tout âge et dont la fréquence est en augmentation, particulièrement dans les zones urbaines et industrialisées. Cette maladie est responsable chaque année de près de 60 000 hospitalisations, dont 38 000 chez des patients de plus de 15 ans. Elle est aussi responsable de presque 1000 décès par an. L'asthme se manifeste par des crises, caractérisées par des épisodes de gêne respiratoire plus ou moins intenses. La crise d'asthme peut durer de plusieurs minutes à quelques heures et entre deux crises, la respiration de la personne peut redevenir normale. Lors de la respiration, l'air circule dans les bronches pour arriver aux poumons. Les bronchioles, situées à l'extrémité de l'arbre bronchique, sont des structures vivantes qui acheminent l'air aux alvéoles. Dans la paroi des bronchioles, c'est-à-dire dans la muqueuse, on trouve des fibres musculaires lisses qui modifient le calibre des bronches pour permettre l'arrivée d'air lors de l'inspiration et son expulsion lors de l'expiration. Il existe aussi dans la muqueuse des bronchioles des vaisseaux sanguins qui amènent les nutriments nécessaires à leur fonctionnement, ainsi que les cellules de défense immunitaire pour lutter contre les agents infectieux qui sont dans l'air et qui tenteraient de pénétrer dans l'organisme par les poumons. Chez une personne asthmatique, la paroi interne de ses bronches est irritée et épaissie. Cette inflammation permanente rend les bronches sensibles, sujettes à des réactions excessives en présence de facteurs favorisants. Lorsqu'une crise d'asthme se déclenche, le passage de l'air dans les bronchioles devient difficile à cause d'une diminution brutale de leur calibre. Cette diminution est liée à une contraction des fibres musculaires lisses autour des bronchioles, à une inflammation excessive de la muqueuse bronchique qui épaissit encore plus la muqueuse, et à une sécrétion importante de mucus qui vient encombrer l'intérieur des bronchioles. Ce rétrécissement brutal des bronchioles peut aller jusqu'à leur fermeture, ce qui piège l'air à l'intérieur des alvéoles et l'empêche de se renouveler lors des mouvements respiratoires. L'asthme est une maladie multifactorielle qui nécessite à la fois un facteur prédisposant d'origine génétique et une exposition à un facteur favorisant. Une personne qui présente ce seul facteur prédisposant génétique, sans être exposée à un environnement favorable à l'asthme, ne sera pas asthmatique. C'est la combinaison d'une prédisposition génétique associée à une exposition à des facteurs favorisants qui provoque une inflammation permanente des bronches à l'origine des manifestations de l'asthme. Les personnes qui souffrent d'asthme peuvent diminuer la survenue des crises en contrôlant leur environnement et en limitant l'exposition aux facteurs déclenchants de la crise. Un traitement de fond pris de façon permanente ou à certaines périodes de l'année peut se révéler nécessaire pour assurer un bon contrôle de l'asthme et une qualité de vie satisfaisante. Le traitement de fond agit sur l'inflammation des bronches et limite la fréquence et la gravité des crises.
La crise d'asthme survient sur une personne asthmatique qui est exposée à un facteur environnemental favorisant. Ces facteurs peuvent être des éléments extérieurs comme les poussières de maison, les poils d'animaux, le pollen ou la prise de certains médicaments qui provoquent une réaction allergique chez des personnes prédisposées. Une infection respiratoire, qu'elle soit virale comme la grippe ou d'origine bactérienne. L'exposition à des gaz irritants comme la fumée de cigarette, la fumée d'incendie ou la pollution. Un effort excessif ou enfin une forte émotion, une angoisse ou une période d'anxiété. Pour lutter contre la crise lorsque celle-ci survient, l'asthmatique a recours à des médicaments sous forme d'aérosols doseurs qu'il doit utiliser dès que les premiers signes apparaissent. Ces médicaments agissent par action locale lorsqu'ils sont inhalés. Ils provoquent un relâchement des fibres musculaires lisses et une dilatation des petites bronches, ce qui améliore la respiration. La crise d'asthme peut être passagère quand elle est traitée rapidement et ne pas avoir de conséquences majeures immédiates. Si celle-ci dure plusieurs heures, voire plusieurs jours, malgré la prise répétée d'un traitement, on parle d'exacerbation de l'asthme. La répétition ainsi que l'aggravation des signes gênent de plus en plus le malade dans son activité quotidienne et provoquent même souvent des réveils nocturnes. Certaines circonstances peuvent jouer dans la survenue d'une exacerbation de l'asthme. La non-observance d'un traitement de fond, par exemple, par corticoïdes inhalés, ou comme nous l'avons vu, l'exposition régulière à un allergène, ce sont là les circonstances les plus fréquentes. La crise d'asthme peut apparaître de façon soudaine et s'aggraver rapidement ou faire suite à l'évolution défavorable d'une exacerbation de l'asthme. La crise d'asthme se caractérise par son intensité, son caractère inhabituel et son début souvent brutal. Si la respiration de la victime est très difficile et que la simple gêne respiratoire devient une véritable détresse, alors on parle d'asthme aigu grave. L'asthme aigu grave est lié à une très forte réactivité des bronches qui entraîne une obstruction complète. L'air ne passe plus. La victime fait un effort intense pour inspirer et pour expirer sans réussir à respirer efficacement. Dans ce cas, sans une action rapide et efficace, l'évolution de cette détresse respiratoire s'effectue vers un arrêt de la respiration et bien sûr la mort de la victime. Comme à son habitude, c'est grâce à un bilan systématisé que l'équipier secouriste pourra identifier une crise d'asthme et apprécier sa gravité. La crise d'asthme survient le plus souvent la nuit et au petit matin. Les symptômes ressentis lors d'une crise d'asthme varient d'une personne à l'autre, mais ils surviennent habituellement chez une victime connue comme étant asthmatique. Un ou plusieurs signes peuvent apparaître. La victime se plaint d'une gêne respiratoire, d'apparition rapide à cause du rétrécissement des bronches. La respiration devient pénible, notamment à l'expiration. D'une sensation d'étouffement, d'oppression ou d'un poids sur la poitrine. L'air sort difficilement des poumons et cette sensation est toujours très angoissante. La victime présente aussi une toux sèche provoquée par l'irritation de la muqueuse qui tapisse l'intérieur des bronches et qui est anormalement sensible. Une respiration sifflante, car le calibre des bronches étant rétréci, le passage de l'air dans les conduits rétrécis produit un sifflement au moment de l'expiration. La durée et l'intensité de la crise d'asthme sont variables. Les crises peuvent durer de plusieurs minutes, voire quelques heures, et disparaître spontanément ou après le traitement de la crise. A l'inverse, si les crises se renouvellent régulièrement et que des symptômes persistent entre les crises ou s'aggravent, on parle, comme nous l'avons vu, d'exacerbation d'asthme. L'asthme aigu grave est une crise beaucoup plus intense et inhabituelle, à début brutal ou secondaire à l'évolution d'une crise. Il se manifeste par une grande difficulté à respirer. La victime présente une respiration rapide et courte qui l'oblige à maintenir la position assise et l'effort qu'elle réalise pour respirer s'objective par le creusement de l'espace entre les côtes et au-dessus des clavicules. La victime est couverte de sueur et ses lèvres et ses ongles peuvent prendre une coloration bleutée, c'est la cyanose qui traduit une hypoxie. La victime ne peut faire aucun effort, présente une difficulté à parler ou ne peut plus parler. Enfin, on note une agitation, puis une confusion et une perte de connaissance de la forme évoluée. Au total, la victime présente un tableau de détresse respiratoire, c'est-à-dire d'une urgence vitale qui nécessite une prise en charge immédiate et médicalisée.
Lors du bilan des fonctions vitales, l'équipier secouriste constate le plus souvent une anomalie de la fréquence respiratoire qui est souvent lente au début de la crise, puis devient rapide et superficielle. Elle s'accompagne d'une chute de la saturation en oxygène, s'objectivant par une hypoxie croissante qui s'installe d'une élévation de la fréquence cardiaque et d'une augmentation de la pression artérielle liée à l'accumulation de gaz carbonique dans l'organisme. L'examen complémentaire permet, lors de l'interrogatoire de la victime ou de son entourage, de préciser combien de temps dure la crise et l'histoire de la maladie, c'est-à-dire le mode de survenue des crises, leurs facteurs déclenchants, ainsi que le ressenti de la victime par rapport à ces crises habituelles. La recherche des antécédents fera préciser l'existence d'autres maladies associées, si la victime a été hospitalisée récemment pour son asthme, ainsi que son lieu d'hospitalisation. Enfin, il faut demander à la victime si elle prend un traitement de fond, si elle le suit correctement et si elle est en possession d'un traitement pour ces crises. La recherche d'une allergie vient compléter cet interrogatoire et elle est essentielle en cas de crise d'asthme car elle peut en être le facteur déclenchant. Devant une victime asthmatique qui présente une gêne ou une détresse respiratoire, l'équipe secouriste doit suspecter la survenue d'une crise d'asthme dont l'évolution peut être, comme nous l'avons vu, défavorable. Le principe qui doit guider son action consiste à faciliter la respiration de la victime, en prenant les mesures adaptées que nous allons détailler, mais aussi à aider la victime à prendre son traitement médical si elle a en sa possession, car il va agir directement à l'endroit de la maladie et améliorer la respiration, enfin naturellement, demander un avis médical. Devant une victime qui présente une crise d'asthme, il faut soustraire la victime aux facteurs qui pourraient avoir déclenché cette crise, comme une atmosphère enfumée, une atmosphère polluée ou chargée en poussière. Il faut mettre la victime au repos et l'installer dans la position qui lui sera la plus confortable, c'est-à-dire celle où il lui semblera de mieux respirer. Dans cette situation, la victime adopte le plus souvent une position assise ou demi-assise. Il faut libérer ses mouvements respiratoires en dégrafant les vêtements qui pourraient gêner sa respiration. Il faut aider la victime à prendre son médicament, celui qui lui a été prescrit et qu'elle doit s'administrer en cas de crise. Les médicaments prescrits pour la crise d'asthme sont administrés par voie pulmonaire, c'est-à-dire sous forme de spray à l'aide d'un aérosol doseur. Je vous invite pour cela à visionner la vidéo spécifique qui porte sur l'utilisation des aérosols doseurs et qui est disponible sur ce site. Toutes ces actions doivent se faire avec calme et explication afin de rassurer la victime. Si aucune amélioration n'est constatée ou si la victime présente un tableau de détresse respiratoire, l'équipe secouriste doit administrer de l'oxygène en inhalation avec un masque à haute concentration si la saturation périphérique en oxygène est basse, c'est-à-dire inférieure à 94%. Le débit initial sera fixé à 15 litres minute, puis sera adapté à la SpO2 de façon à la maintenir entre 94 et 98%. Si la victime présente aussi dans ses antécédents une insuffisance respiratoire chronique, il est préférable d'administrer l'oxygène lorsque la SpO2 est inférieure à 89% avec des lunettes à oxygène à un débit de 1 à 2 litres minute. Si la victime est déjà sous oxygène, par exemple sous oxygène à domicile, il faut alors augmenter son débit d'oxygène habituel de 1 à 2 litres minute pour obtenir une SpO2 entre 89 et 94%. Un avis médical est bien naturellement demandé rapidement pour transmettre toutes les informations recueillies, les gestes de secours réalisés et pour envisager la suite à donner à l'intervention. Lors de cette transmission, le médecin donnera les instructions à l'équipe secouriste dans l'attente d'un relais médical. Et c'est dans l'attente de ce relais que la victime doit être surveillée attentivement, particulièrement par un recueil régulier, toutes les 5 minutes, des paramètres vitaux qui sont la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène, la pression artérielle, ainsi que la sensation d'amélioration ou d'aggravation indiquée par la victime elle-même. Dans tous les cas, si la victime perd connaissance, présente une respiration anormale ou ne respire plus, il faut débuter une réanimation cardio-respiratoire. Pour chaque question, sélectionnez la ou les bonnes réponses. Un chronomètre s'affiche en bas de la diapositive, vous indiquant le temps restant.
Je vous indiquerai la réponse à la fin du temps imparti. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Voici la première question. Il s'agit d'une affirmation. Je vous demande de dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Est-ce que la crise d'asthme survient chez une personne qui présente une maladie asthmatique? Eh bien oui, la crise d'asthme est un épisode de gêne respiratoire plus ou moins intense et plus ou moins long qui survient chez une personne qui présente une maladie, la maladie asthmatique. L'asthme est une maladie respiratoire chronique due à une inflammation permanente des bronches. Toutefois, une crise d'asthme peut survenir chez une personne qui ne savait pas être asthmatique. Et c'est à la suite de cette première crise que l'on va découvrir sa maladie. Voici la deuxième question. Lors d'une crise d'asthme, la respiration devient difficile à cause de A. Une atteinte de la trachée, B. Une contraction des fibres musculaires lisses autour des bronchioles, C. Une inflammation excessive de la muqueuse bronchique, ou D. Une sécrétion importante de mucus. Les causes de la difficulté respiratoire dans l'asthme ne sont pas liées à une atteinte de la trachée. La maladie asthmatique atteint les bronches et plus particulièrement les petites bronches que l'on appelle les bronchioles. Ces bronchioles sont situées juste avant les alvéoles pulmonaires où s'effectuent les échanges gazeux. La cause essentielle de la crise d'asthme est une contracture des fibres musculaires lisses sous l'effet d'un facteur favorisant et qui survient chez une personne qui présente aussi une inflammation de la muqueuse bronchique. Inflammation qui s'accompagne d'une sécrétion de mucus qui vient encore plus encombrer les bronchioles. La contraction des fibres musculaires lisses, l'inflammation excessive de la muqueuse bronchique et l'encombrement de la lumière des bronchioles par du mucus sont les trois mécanismes que l'on retrouve dans la crise d'asthme et qui expliquent les signes respiratoires. Voici la troisième question. Chez un asthmatique qui présente une crise, quels sont les signes qui traduisent la gravité de cette crise? A. L'oppression thoracique, B. L'impossibilité de parler, C. La toux, D. Une SpO2 inférieure à 94%. L'oppression thoracique est un des premiers signes que présente une victime au cours d'une crise d'asthme. Il en est de même pour la toux qui apparaît très précocement au début de la crise. Ces deux signes ne préjugent pas de la gravité de la crise. Par contre, l'impossibilité pour la victime de parler, de respirer, l'agitation de la victime, les troubles de la conscience, la présence de sueur, puis d'une hypoxie, c'est-à-dire d'une baisse de la saturation en oxygène inférieure à 94%, accompagnée de l'apparition d'une cyanose qui débute au niveau des lèvres et des extrémités, sont là les signes de détresse respiratoire qui traduisent la gravité de la crise et qui imposent une intervention médicale urgente. Il fallait donc répondre B et D à cette question. Voici la quatrième question. Une crise d'asthme A peut survenir chez un asthmatique qui présente une gêne respiratoire qui s'aggrave depuis plusieurs jours. B peut survenir brutalement lors d'une exposition à un facteur favorisant. C n'engage jamais le pronostic vital d'une victime. D survient plus particulièrement chez la personne âgée. Pour cette question, les deux premières réponses sont justes. Une crise d'asthme peut survenir chez un asthmatique qui présente une exacerbation de son asthme, c'est-à-dire une aggravation progressive de l'inflammation des bronchioles, jusqu'à ce qu'une contracture des fibres musculaires lisses vienne s'ajouter, plongeant alors la victime dans une crise. La surveillance de l'asthme a pour objet d'éviter cette situation et de traiter l'exacerbation avant que ne survienne une crise. Lorsque la crise survient, pour la faire céder, il faudra souvent associer des bronchodilatateurs et des anti-inflammatoires comme la cortisone. Mais même s'il n'y a pas d'exacerbation de l'asthme, si la victime est soumise brutalement à un facteur favorisant comme une exposition massive à un allergène, un effort intense, alors une violente contraction des fibres musculaires lisses sera à l'origine d'une crise. Dans cette situation, des bronchodilatateurs sont particulièrement efficaces.
Les deux dernières affirmations sont donc fausses. L'asthme peut survenir à tout âge et la crise d'asthme peut entraîner une détresse respiratoire grave dont l'évolution est mortelle en l'absence de crise de traitement. Voici la cinquième et dernière question. Devant une victime qui présente à la suite d'un effort intense une respiration difficile, sifflante et qui dit avoir de l'asthme, vous devez mettre la victime au repos, lui demander de s'installer allongé en position horizontale sur le côté pour mieux respirer, demander un avis médical avant de l'aider à s'administrer son aérosol doseur, enfin, lui administrer de l'oxygène en complément en utilisant un masque à haute concentration. Alors devant cette victime qui est asthmatique et qui visiblement présente une crise d'asthme secondaire à un effort, vous aviez plusieurs propositions de gestes de secours à effectuer. Si vous avez répondu la première réponse, alors vous avez bien répondu. En effet, devant une victime qui présente une difficulté respiratoire, ici sur une crise d'asthme, il est essentiel de la mettre au repos, d'autant plus qu'il semble que ce soit l'effort qui ait déclenché la crise. La réponse B n'est pas juste. En effet, lorsqu'une victime présente une détresse respiratoire, il faut lui demander de s'installer dans la position la plus confortable, celle où elle respirera le mieux. Une personne qui présente une crise d'asthme s'installe préférentiellement en position assise, car c'est dans cette position que la respiration de la victime est la plus facile. La réponse C n'est pas juste non plus. Chez une victime qui présente une crise d'asthme et désire s'administrer son aérosol doseur, il faut lui permettre de s'administrer son médicament le plus rapidement possible, car il va améliorer son état respiratoire. Vous n'avez pas besoin d'avis médical avant d'aider une victime à s'administrer le traitement qui lui a été prescrit pour ces crises. Enfin, la dernière réponse n'est pas précise et pas juste, car l'administration d'oxygène ne doit pas être systématique, mais elle obéit à la conduite à tenir générale, qui est d'administrer de l'oxygène seulement si la victime présente une SpO2 inférieure à 94%. Nous voilà arrivés à la conclusion de cette présentation et nous devons énoncer les différents points importants à retenir. La crise d'asthme survient habituellement chez un asthmatique connu qui est soumis à un facteur déclenchant. Elle est secondaire à une inflammation et une contracture des muscles lisses situés dans la muqueuse des petites bronches. La crise d'asthme peut évoluer en l'absence de traitement vers une détresse vitale. C'est pour cela que la crise d'asthme nécessite une prise en charge immédiate de la détresse respiratoire et que l'administration précoce de médicaments sous forme d'aérosol doseur améliore l'état de la victime et limite son aggravation. Cette présentation est maintenant terminée. Si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec les formateurs en secours à personne de vos CIS ou du Centre municipal de formation aux techniques de premier secours. Vous pouvez aussi vous adresser à votre autorité en matière de santé, c'est-à-dire les infirmiers ou médecins du groupement santé du bataillon. Enfin, vous pouvez me contacter directement à l'adresse qui s'affiche ici si vous le désirez. Je vous rappelle de visionner la vidéo spécifique qui porte sur l'utilisation des aérosols doseurs et qui est disponible en ligne. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette présentation. Je vous remercie aussi de votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de secours à personne.